Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Joue pour moi, esclave, ce qu'elle a dit à cette femme noire. Mais elle ne savait pas qui elle était vraiment. Un matin d'été à Charleston, en Caroline du Sud. La lumière dorée glissait paresseusement sur les façades aux volets pastels, rebondissant sur les balcons en fer forgé et les briques rouges centenaires. L'air, déjà tiède malgré l'heure matinale, portait une odeur de jasmin et de pain chaud, mêlée aux embruns salés du port tout proche. Dans le quartier historique, les calèches passaient au pas lent, tirées par de vieux chevaux dociles dont le souffle régulier s'entendait entre deux roulements de roues sur les pavés. Ces scènes pittoresques, si prisées des touristes, étaient le reflet d'un passé que certains préféraient peindre en sépia. Mais pour d'autres, ces pierres anciennes murmuraient encore les douleurs d'une mémoire effacée, chaînes, cris étouffés, et silence imposé. C'est à l'ombre d'un sycomore, au coin de King Street, qu'Helena Brooks s'installa, comme elle le faisait chaque jour depuis 3 ans. Elle portait une longue jupe fluide, un chemisier en lin crème, et un chapeau de paille fatigué par le soleil du sud. Son allure, bien que modeste, conservait une noblesse dans le port de tête, une dignité dans la manière dont elle pliait les genoux pour s'asseoir, lentement, avec soin. Elle sortit de son étui un violon ancien, usé par les ans, au reflet d'acajou atténué. C'était le cadeau de sa grand-mère, Evelyn Brooks, une femme forte qu'il avait élevée seule à Savannah, et qui lui avait transmis non seulement un instrument, mais un héritage, la certitude que même au milieu du chaos, la beauté peut surgir d'un archet posé sur 4 cordes. Ce violon, bien qu'abîmé, vibrait encore de cette histoire. Il avait connu les premières scènes d'Helena, les auditions à la Juilliard School, les concours fébriles, les tournées en Europe, les salles comblées, les ovations debout. Il avait chanté sous les plafonds dorés de Vienne, pleuré dans les théâtres feutrés de Tokyo, et ri sur les places ouvertes de Montréal. Il avait été son compagnon de lumière. Mais la lumière s'était éteinte brutalement, un soir de pluie battante sur la route 17, juste après un concert. Un chauffard, un pick-up lancé à pleine vitesse. Le choc. Le silence. Puis des mois d'hôpital, de rééducation, de doute. Son bras gauche, celui qui portait les notes, qui tenait le manche, qui dessinait la musique, avait été brisé. Littéralement. Et avec lui, son avenir. Les médecins avaient dit qu'elle pourrait rejouer. Peut-être. Mais pas comme avant. Pas avec la même précision. Pas avec la même vitesse. Et surtout, pas pour les mêmes scènes. Les grandes maisons l'avaient vite remplacée. Les agents n'avaient plus rappelé. Les factures s'étaient empilées comme des partitions inachevées. La dépression s'était glissée dans les silences entre 2 battements de cœur. Et pourtant, Helena n'avait jamais cessé de jouer. Lentement d'abord. Dolorousement. Puis, patiemment. Chaque note devenait une bataille gagnée contre l'oubli. Alors, elle s'était tournée vers la rue. Pas par résignation. Mais parce que, pour elle, jouer était un acte de survie. Un acte de foi. Chaque matin, quand elle posait son étui ouvert devant elle, ce n'était pas pour mendier, mais pour donner. Donner une trace de beauté à ceux qui passaient. Donner une musique qu'on ne trouve plus dans les boutiques de luxe, mais dans le courage discret de ceux qui tiennent bon. Elle regardait les passants sans jugement, les femmes pressées en talons, les touristes en tongs, les hommes d'affaires au téléphone, les enfants mangeant des glaces fondantes. Elle jouait pour tous, sans exception. Et parfois, sans prévenir, quelqu'un s'arrêtait. Écoutait. Et versait une larme. Ce jour-là, à l'heure où la chaleur ondoyait sur les trottoirs comme un voile flottant, un SUV noir aux vitres teintées se gara lentement devant la boutique Hermès de King Street. Le vrombissement du moteur s'éteignit avec la nonchalance arrogante des gens qui ne connaissent ni l'urgence ni la nécessité. De la portiere arrière descendit une femme, Patricia Whitmore. Chapeau de paille ivoire à large bord, lunettes de soleil Dior, robe Chanel tombant parfaitement sur sa silhouette élancée, elle incarnait à elle seule cette vieille aristocratie du Sud qui avait su transformer un passé honteux en fortune respectable. Héritière d'une longue lignée de planteurs, dont les terres s'étendaient autrefois à perte de vue au nord de la Géorgie, Patricia portait son héritage comme un bijou invisible, lourd d'histoire et d'orgueil. À ses côtés, 2 femmes tout aussi apprêtées, Meredith Caldwell, aux ongles rouges sang et à la voix tranchante, et Lila Jennings, une blonde trop bronzée, connue pour son rire creux et ses faux engagements caritatifs. Alors qu'elle s'apprêtait à franchir le seuil de la boutique, le son d'un violon les arrêta net. Un son clair, mais profond, fragile et pourtant puissant, une voix venue d'un autre monde.
Les notes s'échappaient avec douceur, s'insinuant entre les vitrines, effleurant les robes de soie, se faufilant dans les tympans avec une élégance qui échappait au luxe. Patricia tourna lentement la tête. Ses yeux, dissimulés derrière ses lunettes, s'arrêtèrent sur Elena, assise là, droite malgré la fatigue, le menton haut, les doigts dansant sur son instrument. Un petit sourire en coin se dessina sur ses lèvres peintes. Pas celui de l'admiration. Celui du pouvoir. Celui du mépris masqué en curiosité mondaine. Elle s'approcha, ses talons claquant contre les pavés avec l'autorité d'une reine autoproclamée. Meredith et Lila la suivaient, comme des chiens bien dressés. « Oh, regardez-moi ça, les filles !» dit-elle d'une voix sucrée, assez forte pour être entendue. Une petite esclave moderne, avec un violon. Quelle image poétique! Le violon s'arrêta net. Elena releva lentement les yeux. Son cœur battait plus fort, mais son visage resta impassible. Elle avait entendu des paroles pires. Mais celle-ci, dans cette bouche-là, résonnait comme une gifle enveloppée de soie. Un frisson remonta le long de sa colonne. Pas de peur. Pas cette fois. Mais de colère froide, contenue. « Tu veux de l'argent, pas vrai ?» poursuivit Patricia. « Alors joue quelque chose pour moi. »« Non, mieux, Howe Dixieland. » Tu connais cette chanson, j'en suis sûre. Le silence tomba comme un couperet. Dixieland. L'hymne officieux des États confédérés. Une berceuse raciste déguisée en folklore, qu'on chantait jadis dans les bals des planteurs pendant que les esclaves ramassaient le coton sous le soleil. Les doigts d'Elena se crispèrent un instant sur l'archet. Ses yeux, sombres et profonds, se plantèrent dans ceux de Patricia. « Joue, et peut-être que je te donnerai une pièce », ajouta Patricia d'un ton faussement magnanime, avant de jeter une pièce de 25 cents au sol, comme on jette une friandise à un chien. Le métal tinta contre la pierre. Autour d'elle, les passants s'étaient arrêtés. Certains baissaient les yeux, gênés. D'autres sortaient discrètement leur téléphone pour filmer. L'air s'était épaissi. La ville semblait retenir son souffle. Elena ferma les yeux. Elle aurait pu hurler. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu pleurer. Mais elle choisit de faire ce qu'elle savait faire mieux que personne. Parler avec son violon. Lentement, elle redressa son dos. Reprit son souffle. Puis, posa l'archet sur les cordes. Mais ce n'était pas Dixieland. C'était l'adagio four string de Samuel Barbet. Un long soufflet traversa le assemblée invisible. Les premières notes s'élevèrent, lentes, solennelles, comme des soupirs anciens remontant de la terre. La musique n'était plus seulement musique. Elle devenait langage sacré, prière muette, révolte élégante. Chaque vibration racontait l'histoire de femmes humiliées, d'hommes brisés, de chaînes rouillées, de chansons étouffées trop tôt. Patricia fronca les sourcils. Meredith croisa les bras. Lila NR8+. Le public grandissait. Un vieil homme blanc en costume s'arrêta, le regard humide. Un jeune garçon noir, la main posée sur sa poitrine, hochait lentement la tête. Une petite fille s'agrippa à la main de sa mère, sans comprendre, mais sentant quelque chose de grave. Les larmes coulaient, silencieuses. Elena ne jouait plus pour vivre. Elle vivait pour jouer. Pour résister. Pour transformer la honte en beauté, l'humiliation en élévation. Quand la dernière note s'éteignit dans l'air moite, il n'y eut plus de bruit. Rien. Même les oiseaux s'étaient tus. Puis, un applaudissement lent, franc, s'éleva. Puis 2. Puis 10. Puis 100. Patricia, figée, les bras le long du corps, ne savait plus quoi dire. Ses lunettes glissèrent légèrement sur son nez. Elle se sentit, nue. Quelqu'un avait filmé tout. Et déjà, les regards qui se tournaient vers elle n'étaient plus ceux de l'admiration, mais du dégoût. Ce jour-là, Patricia Whitmore avait voulu humilier une femme. Mais elle avait réveillé une mémoire. Et face à cette mémoire, elle n'était qu'un fantôme de privilège, balayé par la puissance d'un archet. Elena, elle, releva la tête. Elle n'avait pas seulement répondu à l'insulte. Elle avait donné au silence une voix, et à l'humiliation, une dignité plus forte que n'importe quel discours. Une silhouette s'approcha du cercle silencieux de spectateurs. On entendait à peine le bruit de ses pas sur les pavés, tant le silence était devenu sacré autour d'Elena. L'homme, grand, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé,
avançait d'un pas déterminé mais mesuré. Sa cravate bleu nuit frémissait dans le vent, et ses yeux fixaient Elena avec une intensité mêlée de stupeur et d'émotion. À son passage, les passants s'écartaient instinctivement, comme si une présence plus grande que nature traversait la foule. « C'est James Holloway », murmura quelqu'un, impressionné. Le directeur du Philharmonique de Charleston, ajouta un autre. « Il ne vient jamais ici, c'est lui, c'est vraiment lui. » L'homme s'arrêta devant Elena, qui tenait encore son violon entre les mains, les joues rosies par l'effort et l'émotion. Son regard était calme, mais son cœur battait à toute vitesse. « Elena Brox ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante d'un mélange d'incrédulité et de respect. Elena leva les yeux vers lui, déconcertée. « Oui », répondit-elle d'une voix douce. Il eut un léger rire de surprise, presque douloureux. « Mon Dieu! Je n'en crois pas mes yeux. Vous étiez la soliste de notre concert à Londres. La salle du Barbican. C'était il y a 7 ans. Vous aviez joué le concerto de Tchaïkovski. Je m'en souviens comme si c'était hier. » Un frisson parcourut la foule. Patricia Whitmore, toujours figée à quelques pas, pâlit soudainement. Son expression de mépris se transforma en stupeur, puis en malaise. « Mais, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda James, bouleversé. Elena hésita. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'était pas encore temps de raconter les injustices, les portes fermées, les préjugés, les années d'effacement. Alors elle se contenta d'un sourire discret. James reprit. « Ce que vous venez de jouer. C'était bouleversant. Vous avez fait taire la rue entière. Vous avez transformé une humiliation en une œuvre d'art. Madame Brox, si vous acceptez, je voudrais que vous ouvriez notre gala annuel dans 3 semaines. Ce serait un honneur. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Spontané, vibrant, presque libérateur. Des larmes perlaient sur plusieurs visages. Un jeune homme dans la foule s'écria. « Oui, elle mérite la scène, pas la rue. » Et soudain, une voix claire fendit le tumulte. « Attenders !» C'était la jeune femme qui avait filmé toute la scène. Elle se tenait maintenant devant Patricia Whitmore, le téléphone encore à la main. « Vous ne partez pas comme ça. Vous l'avez humiliée. Vous lui avez dit de jouer comme une esclave. Vous avez tous entendu. » Elle se tourna vers la foule. « Et j'ai tout filmé. » Chaquemot. La tension monta d'un cran. Patricia balbutia, recula d'un pas, son visage se crispant sous le poids du regard de dizaines de témoins. Ses 2 amis s'étaient éclipsés dans la foule, laissant leur reine déchue seule face à sa honte. James Holloway se tourna lentement vers elle, le regard dur. « Madame Whitmore. » « Je vous conseille de partir. Vous avez fait assez de mal pour une journée. » Le lendemain, la vidéo explosa sur les réseaux sociaux. Elle fut partagée des millions de fois. Les mots de Patricia Whitmore furent analysés, dénoncés, condamnés. Son nom devint synonyme d'arrogance raciste. Des protestations éclatèrent devant ses boutiques. Plusieurs marques rompirent leur contrat de collaboration. Le hashtag Plénotobay devint viral, porté par une vague de soutien à Elena Brox et à tous les artistes invisibles écrasés par les privilèges d'une élite méprisante. Quant à Elena, elle ne jouait plus dans la rue. 3 semaines plus tard, elle entra sur la scène du prestigieux gala du Philharmonique de Charleston, vêtue d'une robe sobre, violon en main. Le silence dans la salle était le même que dans la rue ce jour-là. Un silence sacré, prêt à accueillir la vérité des cordes, la noblesse d'une femme qu'on avait tenté d'effacer. Elle joua. Et le monde entier l'écouta. 3 semaines plus tard, le gala annuel du Philharmonique de Charleston s'ouvrit sous les dorures majestueuses du théâtre Méminger. La façade illuminée brillait dans la nuit comme un joyau, et les invités s'étaient pressés par centaines dans leurs tenues les plus élégantes. L'atmosphère vibrait d'anticipation, mais aussi d'une émotion particulière cette année. Tout le monde savait qui allait ouvrir la soirée. Lorsque les lumières s'éteignirent, un silence solennel enveloppa la salle. Les murmures cessèrent. Puis, un halo lumineux éclaira le centre de la scène. Et là, droite et immobile, se tenait Elena Brox. Elle portait une robe noire sobre, sans bijoux ni artifice. Rien qui crie la richesse, tout ce qui incarne la grâce. Ses cheveux étaient relevés simplement, et son violon brillait doucement sous les projecteurs. Elle regarda un instant le public, puis ferma les yeux.
Pas pour fuir, mais pour se concentrer, pour rassembler, en un seul souffle, les voix de celles qui l'avaient précédée. Puis elle joua. Pas pour Patricia Whitmore. Pas pour répondre à la haine. Pas pour se venger. Elle joua pour sa mère, qui l'avait bercée avec des mélodies murmurées après les heures de travail. Pour sa grand-mère, qui n'avait jamais vu l'intérieur d'un théâtre, mais qui avait toujours cru que la dignité n'avait besoin d'aucune scène. Elle joua pour toutes celles à qui l'on avait un jour craché à la figure. Tu n'es rien. Elle fit parler les cordes comme on fait parler une mémoire collective. Le morceau choisi n'était pas seulement beau. Il était chargé de sens, de deuil et de résilience. Ses doigts glissaient avec une maîtrise souveraine, mais c'est son âme qui s'exprimait. Dans chaque silence entre deux notes, on entendait les soupirs étouffés de générations invisibles. Et dans chaque crescendo, le cri d'un peuple qu'on ne pouvait plus ignorer. Quand la dernière note s'éteignit, la salle fut frappée d'un mutisme presque sacré. Ce n'était pas l'absence de réaction, c'était la sidération. Le poids de ce qui venait d'être entendu. Puis un souffle. Puis un tonnerre d'applaudissements. Les spectateurs se levèrent d'un seul mouvement. Certains pleuraient. D'autres criaient « Bravo !» à plein poumon. Et dans les loges, des mécènes, des critiques, des artistes, tous applaudissaient sans retenue. Pas par politesse, mais par nécessité. Parce qu'on venait d'assister à quelque chose de plus grand que la musique. Ce soir-là, Helena retrouva sa place dans le monde. Mais elle n'en fit pas un trône. Elle en fit un pont. Les invitations affluèrent du monde entier, New York, Paris, Tokyo. Les médias la présentèrent comme le symbole d'une grâce qui transcende les humiliations. Mais Helena, fidèle à ce qu'elle était, refusa de devenir un produit. Elle accepta certains concerts, oui. Mais elle consacra son énergie à un projet qui lui tenait à cœur, la création d'une fondation pour enseigner la musique aux enfants des quartiers oubliés, là où le talent existe, mais où les violons manquent. Chaque semaine, elle allait dans ces écoles souvent négligées, ouvrait un étui, tendait un archet à une petite fille ou un petit garçon, et disait doucement « Tu mérites de jouer. Tu en es digne. » Et Patricia Whitmore? Elle disparut lentement du paysage. Ses boutiques perdirent leurs sponsors. Ses amis prirent leur distance. Elle tenta un temps de se justifier, de réécrire les faits. Mais l'opinion ne l'écoutait plus. Elle était devenue un symbole malgré elle, le reflet d'un monde ancien que la dignité silencieuse d'Helena venait de fissurer à jamais. L'histoire de cette humiliation publique devint un cas d'école, un sujet de débat, un documentaire. Une vérité s'imposa dans les cœurs et les esprits. La grandeur ne s'impose pas par la fortune, ni par le statut. Elle se révèle dans la façon dont on se tient debout, même quand on veut vous faire courber l'échine.